Cette école est une école comme les autres, une école publique élémentaire. Et cette école a été fermée une semaine en avril et mai à cause de la grippe. Les étudiants qui travaillent dans une école préparatoire non loin d'ici sont revenus du Mexique avec la grippe. Ils ont de la famille et peut-être que certains enseignent ici. Ou des amis qui sont élèves ici, on ne sait pas. Toujours est-il que c'est arrivé. Une grande chaîne humaine qui a porté la grippe de l'un à l'autre, tout autour. La ville est aussi en elle-même une vraie aubaine pour la contagion. Ici, tout est proche. C'est un avantage pour nous, pour faire des tests, des études. Mais c'est aussi un avantage pour la grippe. Tout est compact, serré, et c'est une des parties les plus denses de New York avec Times Square. On sait qu'ici, la grippe se transmet beaucoup plus radicalement qu'ailleurs, avec cette densité de population. Toujours est-il que le virus était bénin. Qu'est-ce qui explique cette frayeur dans les premiers instants de l'épidémie? Ça a retenu notre attention parce qu'on a eu des rapports sur la mort de personnes jeunes au Mexique. Et ça, pour nous, c'est le drapeau rouge. On pense immédiatement à la terrible pandémie de 1918, le plus grave désastre naturel de l'histoire. On y pense dès qu'on parle de grippe. 50 millions de personnes, dont beaucoup de jeunes, sont morts de cette pandémie. On se sent concerné si on pense que ça peut se reproduire. Comme on allait le découvrir rapidement, il n'y avait pas que l'homme qui était concerné par ce nouveau virus. Le village de toutes les rumeurs, la Gloria. Certains habitants racontent que la grippe porcine est née ici. Sous la pression, les autorités démentent, mais pour la première fois, elles tentent de rassurer ses habitants. À l'origine des rumeurs, ces gigantesques porcheries toutes proches du village. Impossible d'entrer, les grilles sont verrouillées, les travailleurs s'éloignent. Après avoir dit grippe mexicaine, ce qui définit un territoire d'émergence, on parle ensuite de grippe porcine, pour nommer un responsable. Au Canada, quelques jours après l'émergence du virus, on décèle le H1N1 dans un élevage de porcs en Alberta, puis au Québec, et enfin au Manitoba. C'est le branle-bas général pour une industrie florissante. Pour la province du Québec, on produit annuellement environ 8 millions de porcs. Si on regarde pour le pays, donc pour le Canada, on a une production d'environ 30 millions de porcs annuellement. L'influenza en tant que telle, c'est quelque chose de très commun. Donc, il n'y a pas de limitation particulière d'espèces souvent. Donc, le virus peut se transmettre entre différentes espèces, incluant l'humain. Donc, le virus peut se transmettre d'animal à l'homme et aussi, ça peut être l'inverse, donc de l'homme à l'animal. Donc, l'homme et le porc peuvent se transmettre mutuellement la grippe. Dans ce laboratoire de virologie animale de l'Université de Montréal, on diagnostique les maladies virales des animaux de la ferme. C'est ici qu'on a découvert des cas du nouveau H1N1 dans plusieurs élevages. Il y avait une certaine inquiétude pour l'origine, en fait, du virus dans les fermes canadiennes parce que l'industrie canadienne emploie beaucoup d'employés étrangers. Dans le cas de l'Alberta, il est clair que c'était un employé, entre autres, qui avait fait un voyage au Mexique. Maintenant, d'où proviennent les cas qu'on a eus, par exemple, au Québec et au Manitoba? Au Québec, entre autres, on n'a pas d'évidence de transmission à partir de l'humain.
Donc, à l'heure actuelle, on n'a pas d'indication comme de quoi les porcs ont été infectés, par exemple, avec des travailleurs ou des personnes contaminées qui ont été en contact avec ces animaux-là. Dans le cas du Manitoba, par contre, je n'ai pas d'informations à vous donner à ce sujet-là. Bref, il y a de fortes probabilités, mais pas vraiment de preuves de la transmission entre hommes et porcs. Il semble que sur le plan immunologique, le porc soit quand même très proche génétiquement de l'homme, et donc il y a des passages assez possibles, assez faciles quand il y a une promiscuité entre porc et homme. Donc c'est pas du tout quelque chose d'inconcevable qu'un virus de type H1 puisse se transmettre du porc à l'homme, mais ça n'a jamais été identifié. Le nouveau virus H1N1 serait composé dans le porc avec des éléments porcins, aviaires et humains. Il semble bénin, mais la grande crainte, c'est la recombinaison du H1N1 avec d'autres virus. Éléments génétiques provenant d'hommes, de porcs, d'oiseaux, la trilogie s'installe, les rôles aussi. Le porc, réservoir naturel où se serait composé le H1N1, transmettrait à l'homme, qui transmet vers d'autres hommes. Mais pour l'oiseau, Albert Osterhaus est un virologiste renommé. C'est son équipe qui a notamment travaillé sur les mécanismes d'infection de la grippe aviaire, le fameux H5N1 asiatique, qui a tué 200 millions d'oiseaux et 300 hommes. Pour lui, l'origine de la grippe A ne fait aucun doute. La grippe A n'est pas du tout un virus de mammifères, mais de temps en temps, comme il y a des centaines de virus de grippe A chez les oiseaux, ils débordent chez les mammifères, notamment les hommes et les porcs. Si on regarde le virus aujourd'hui, celui qu'on a identifié chez l'homme, il est composé d'éléments de différents virus aviaires, humains et porcins. Le principe de la recombinaison est le suivant. Un grand nombre de facteurs font qu'à un moment donné, deux virus, ou plus, se retrouvent dans un hôte, un porc par exemple. Selon les étapes classiques de l'infection, ils libèrent leurs segments d'ARN qui pénètrent le noyau. C'est lors de la multiplication que le mélange du matériel génétique des virus peut se produire. Il va aboutir à la formation d'un nouveau virus totalement différent qui va pouvoir infecter l'hôte, puis se répandre. La crainte des scientifiques, c'est que ce type de recombinaison se produise entre le virus H1N1, très transmissible, et un autre virus aviaire, le H5N1, très virulent, pour donner un nouveau virus très contagieux et agressif. Une probabilité infime, mais pas nulle. Et Albert Osterhaus la prend au sérieux. Dans une main, vous avez le H5N1, dans l'autre, vous avez ce nouveau virus. Si vous mélangez les deux, ça peut être mauvais. Je ne veux pas être catastrophiste, ça n'arrivera probablement pas, mais nous regardons en laboratoire les similitudes entre virus, avec les techniques génétiques sur des cultures cellulaires, mais aussi sur des animaux. D'une part, en laboratoire, nous essayons de voir si on peut générer un nouveau virus et quel projet peut nous réserver la nature dans le futur. D'autre part, nous étudions ce qui se passe en situation réelle. En dehors de ces recherches de recombinaison, manipulations génétiques qui font un peu froid dans le dos, les équipes d'Albert Osterhaus travaillent aussi sur les mutations incessantes du virus. Un autre mécanisme pour échapper au système immunitaire des hommes et pouvoir se multiplier. Lors de la réplication, les segments d'ARN copiés peuvent ne pas être strictement identiques à l'original. Cette anomalie suffit pour créer un virus légèrement différent.
C'est ce qui se passe avec le virus de la grippe saisonnière, qui évolue régulièrement d'une année sur l'autre.